Shalom à toutes et à tous, on est content de se retrouver pour un cours proposé par Midreshet Yehuda Manito. Et on est avec Georges Pierrat, on continue à développer l'histoire des Juifs du Maroc, mais plus spécialement ce soir, les Juifs du Sahara. Et on vous souhaite déjà Purim Sameach à toutes et à tous. Bechavot, Georges. Merci, Johan. Alors, bonsoir tout le monde. Et mais je n'ai pas de carnet de famille ce soir. Alors, on va attaquer tout de suite parce qu'on a plein de choses à raconter. Et je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois pour nous remettre un peu les idées en place. Nous avions parlé des divisions sociales qui ont été induites par les deux régimes politiques qui régissaient le Maroc. Le Makhzen, qui est donc la partie du Maroc sous autorité du sultan où s'applique le statut de dhimmi, et le Siba, qui est le statut rural où vous aviez des sides, un shérif, un petit potentat local qui avait toute autorité sur tout le monde, et notamment sur les Juifs qui lui appartenaient pieds et poings liés. D'un autre côté, il assurait leur sécurité. J'avais noté aussi que l'Alliance israélite universelle, je vous signale qu'on n'en a encore pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais ça viendra, est rentrée et a adopté ce système de clivage dans la société juive marocaine. Et il en résulte tout de suite, ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est que la société juive marocaine était scindée, je ne vais pas dire divisée, mais scindée en deux blocs, deux groupes. Les Juifs des grandes villes, des Juifs qui étaient régis par le système du Makhzen, et par ailleurs les Juifs, on va dire, du bled, pour simplifier, en tout cas c'est essentiellement les Juifs de l'Atlas, du moyen Atlas, de haute Atlas ou de l'anti-Atlas, donc des montagnes, qui étaient régis par le système du Siba. Et donc, il y a une fracture sociale incontestable qu'on va voir d'ailleurs quand des Juifs de l'Atlas vont venir s'installer à Marrakech. Il y aura des oppositions très fortes des Juifs autochtones. Cette différence sociale ne recouvre pas obligatoirement une différence de richesse. Il peut très bien y avoir des Juifs du Makhzen, donc de la zone d'influence du sultan, excessivement pauvres, alors que dans l'Atlas, on trouvera des gens qui ont une certaine fortune. Nous verrons de ça par la suite. Voilà. Alors, les Juifs du bled, de par leur isolement pendant des siècles, apparaissent comme pratiquant un judaïsme tout à fait authentique, mais également arriéré. Je ne le dis pas du tout d'une manière péjorative, c'est-à-dire un judaïsme qui n'est pas en prise avec les nouveautés apportées par les rabbins de Bavel ou d'autres mfarshim au travers des siècles. Daniel Schroeter est un ethnologue, fait un voyage en 1981 sur les traces des Juifs du bled, et il pose une question qu'avait déjà posée auparavant le professeur Zafrani, qui est de savoir quelle est la part de l'utilisation de la langue berbère pour la transmission des traditions religieuses. Et nous avions donc répondu à cette question. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé de l'histoire de Ilig. Ilig est à côté de Mogador, qui est une petite ville qui avait un Sid qui s'appelle Sidi Hachim, un anti-juif violent. Et cette ville, je vous ai raconté un tas d'histoires là-dessus, je ne reviens pas dessus, mais cette ville de Ilig va connaître un déclin au 19e siècle, en même temps que le port de Essaouira, de Mogador, parce que les deux villes étaient strictement liées pour les affaires. L'Alliance israélite universelle va ouvrir une école à Ilig en 1954. Alors, réfléchissez quand même. La première école a été ouverte au Maroc en 1862. Il a fallu presque un siècle avant que l'Alliance israélite se rende compte qu'il y avait également des Juifs dans les villages et qu'on se préoccupe du sort de ces Juifs. 1954, et cette école va durer quelques années, très très peu de temps, puisqu'à la fin des années 50, début des années 60, toute cette communauté de l'Atlas va partir massivement vers Israël. Et donc, ces écoles ne dureront que très, très peu de temps. On a découvert, cela dit, dans la Geniza d'Ilig, un certain nombre de documents
qui vont à l'encontre de la présentation que je vous ai faite tout à l'heure de ces Juifs qui ont un judaïsme authentique et entre guillemets arriéré, puisqu'entre autres, on a trouvé dans cette Geniza des tfilotes qui venaient de Pologne. Donc, si ces gens ont eu accès à des tfilotes qui venaient de Pologne, ça signifie qu'il y avait des relations, forcément. Et donc, arriéré, les préjugés ont la vie dure, mais ce n'est pas tout à fait juste. Et on développera tout ceci petit à petit. Après ça, je vous ai raconté l'histoire d'une tribu qui me permet de faire le lien avec les Juifs du Sahara. Je vous ai parlé des Dagatoun qui vivaient dans la région de Daga. Ils ont été découverts en 1895 par un rabbin Mordechai Ben Abi Serour. Je ne résiste pas au plaisir de vous remontrer son portrait parce qu'il est vraiment très haut en couleur. Voilà, le rabbin Mordechai Ben Abi Serour, qui a entre autres accompagné le père Foucault dans la découverte du Maroc, un personnage remarquable qui a laissé beaucoup d'écrits, qui nous a appris beaucoup de choses. Et donc, il découvre des Juifs dans la région de Tombouctou. Ils mènent la même vie que les Touaregs, mais ils leur sont soumis. Chaque Juif d'Agatoun a un Touareg comme référent. Par ailleurs, ils sont musulmans, islamisés, mais se sachant parfaitement descendants de Juifs de Tamentit. Tamentit, c'est la capitale, c'est une des capitales du Touat. Je vais essayer de vous montrer ça, voilà, sur une carte. Voilà, Tamentit, ça se situe ici. C'est en rouge sur ma carte. Voilà Tamentit. La carte du Touat, là vous avez le détroit de Gibraltar. Voilà Tamentit et la région du Touat. Bien, ils se savent donc descendants de Juifs du Tamentit et entre autres, ils ont des traditions. Par exemple, il n'y a pas de mariage mixte avec les Touaregs. On pense qu'ils sont présents dans cette région depuis Abdel-Malik, c'est-à-dire le 7e siècle de l'ère contemporaine. Ils ne se prosternent pas et ne connaissent pas le Coran. Ne pas se prosterner, c'est important, parce que ça, c'est une référence à une interdiction pour les Juifs de se prosterner devant des idoles. Donc voilà, on a des signes qu'il reste quelque chose de la tradition juive, entre autres un mot vraiment passionnant. Il dénomme en langue d'Agatoun le savoir, la connaissance du terme de Talmud. Donc ça ne s'invente pas, il y a quelque part clairement une référence juive. Voilà, ils sont toujours présents encore au XXe siècle et se disent toujours juifs. Alors évidemment, juifs, convertis, islamisés plus ou moins, mais en tout cas clairement d'origine juive. Pour certains historiens, ils auraient quitté le Touat, cette région que je vous ai montrée tout à l'heure, en 1492. Je vous rappelle que 1492, rien à voir avec le 1492 espagnol. 1492, c'est un pogrom extrêmement violent dans la région du Touat et beaucoup de Juifs vont quitter cette région pour aller précisément vers les confins du Sahara. On trouve d'autres tribus d'origine juive dans le Sahara, les Tel Israël, près de Tombouctou, et plein d'autres dont je vais vous parler ce soir. Actuellement, des recherches sont poursuivies à la recherche de communautés juives au Mali, ou d'origine juive en tout cas, au Mali. Voilà, et puis après, je vous ai parlé d'un livre auquel j'ai eu accès grâce à l'entremise d'Odile Gottlieb et un livre qui m'a été prêté par le docteur Stern, livre remarquable qui s'appelle « Les Juifs du Sahara » et qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Jacob Oliel. Alors, voilà, ce qu'on nous dit dans ce livre, c'est 1492. C'est la fin de la Palestine touatienne, excusez du peu, la Palestine touatienne, qui était un centre de commerce caravanier où on faisait trafic de sel, de plumes et aussi d'esclaves. Les Juifs sont présents au Touat depuis plus de 13 siècles. 13 siècles, c'est-à-dire ça nous fait remonter aux alentours de l'an 700, quelque chose un petit peu avant même. Alors, d'où viennent-ils?
Pourquoi sont-ils là et quelle est la cause de leur disparition? Il se trouve que 5 siècles après leur disparition, 1492, les vieux dans les villages du Touat parlent toujours encore des Juifs, de l'époque des Juifs. On a des témoignages aussi, un témoignage de Ibn Baluta du XIVe siècle, de Malfante au XVe et de Léon l'Africain au XVIe siècle, qui nous parlent de la présence de Juifs dans cette région du Touat. Je vous avais aussi expliqué que le Touat, selon les vicissitudes de la politique coloniale, le Touat appartenait grandement au Maroc avant l'arrivée des Français. Finalement, quand toutes les frontières vont être tracées, le Touat basculera du côté de l'Algérie. J'ai opté pour inclure le Touat dans l'histoire du Maroc parce qu'il a directement un lien avec l'histoire de ces Juifs du Sahara. C'est un peu compliqué, je vous trimballe, je le sais bien, mais si je vous parle des Juifs du Sahara, ne croyez pas que je ne vous fais pas cadeau de l'histoire des Juifs du Maroc. Pas du tout, mais c'est une suite, tout est lié. Ces Juifs du Sahara viennent en grande partie du Maroc et nous reviendrons évidemment au Maroc pour étudier les Juifs du Makhzen, les Juifs de la zone d'emprise du sultan. Et ça, ce sont les grandes villes que vous connaissez beaucoup plus que l'Atlas ou l'Anti-Atlas, etc. Donc ça, Marrakech, Rabat, Salé, Tanger, Kérouan, toutes ces villes, on en parlera évidemment bien en détail. Alors, on a peu de vestiges de cette époque touatienne, quelques stèles, très peu, quelques documents à la Geniza du Caire. 1492, il y a les massacres, les Juifs partent vers le Maghreb, vers le Sahara et vers l'Afrique noire. Et j'ai là une carte du départ des Juifs du Touat. Vous voyez vers quelle région ils se rendent. C'est très bien indiqué. Voilà. Donc, ils essaiment vers différentes régions, mais essentiellement vers le sud du Maroc, donc vers les confins du Sahara. Je vous la laisse encore un petit peu en vision. On a fait des recherches au Sahara marocain, au Sahara algérien, au Mali, au Niger, en Mauritanie, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Et voilà grosso modo ce qu'on a pu déterminer jusqu'à présent. L'ancienneté de cette présence juive, alors ça remonte très loin. Je vous rappelle ça rapidement, nous l'avons vu, qu'on appelle l'ère juive du Sahara. 10 siècles déjà avant l'ère commune, à l'époque de Salomon, de Shlomo Améler, un certain nombre de Juifs sont arrivés jusqu'au Sahara. 10 siècles avant. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Juifs avec les Phéniciens en moins 814. Ensuite, il y a eu des Juifs déportés du royaume d'Israël au 8e siècle avant et des Juifs déportés par Nabuchodonosor au 7e siècle, disparition du royaume d'Israël et ensuite destruction du premier temple. Tous ces Juifs-là n'ont pas connaissance de l'existence du Talmud. C'est une différence importante. Je continue. Après, il y a environ 100 000 Juifs qui sont enrôlés dans les armées de Pompée en Égypte, qui font souche en Égypte. Ça se passe en 320 avant. Mais eux vont être en contact parce qu'on est dans la région, pas très loin d'Israël, pas très loin non plus de la Babylonie ou de l'Irak, si vous voulez. Carthage est détruite par Rome en moins 146 et des Juifs vont fuir de Carthage vers l'Afrique du Nord, vers Tripoli et vers Tanger. Là aussi, j'ai une petite carte, je crois. Oui, voilà. On la reprendra en main. C'est la carte du haut. Voilà, ils sont ici, dans la région de Cyrénaïque, et ils vont fuir vers le Mzab, vers le Dra, et ensuite vers le Touat. Donc, voilà une origine de ces Juifs du Touat. Ça, c'est la fuite après la révolte contre Rome. Voilà, Carthage sera détruite
et ces Juifs partent. Et puis, plus tard encore, en plus 70, Titus déporte un certain nombre de Juifs vers l'Afrique. Donc, pour l'essentiel, les Juifs d'Afrique du Nord sont des exilés, des déportés ou des esclaves qui ont pu racheter leur liberté, donc une origine très diverse et variée. Mais ce n'est pas tout. Alors, de toute cette période-là qu'on a vue maintenant, il y a des vestiges archéologiques. En 118, 117, Rome mate la révolte des Berbères et des Juifs contre leur présence, et ces gens, Berbères et Juifs, nous l'avons déjà vu ça, vont partir vers le désert, vers le Djebel Nefoussa, ça c'est en Algérie, et vers le Mzab et le Touat, c'est la carte que je viens de vous montrer. On va aussi vers le Tafilalet, tout ça c'est la même région, c'est l'Atlas marocain. Le Tafilalet, le Dra et le Souss. Je vous montre, c'est toutes ces cartes, ces noms marqués en rouge, qui sont la destination des Juifs qui quittent donc la Cyrénaïque. Et puis un peu plus tard, changement d'histoire, arrivent les Arabes musulmans, 7e siècle, 7e, 8e siècle. Beaucoup de Berbères sont déjà convertis au judaïsme à l'arrivée des Arabes musulmans. J'ai oublié de vous préciser quelque chose. En 115, les Juifs qui fuient la Cyrénaïque vont se diriger, un certain nombre d'entre eux, vers le Sahara et vont fonder un royaume juif, le royaume de Foud, je vous en ai parlé, un royaume Peul, Peul étant une langue, voilà, et qui se situe à la frontière du Ghana. La frontière du Ghana, voilà. Voilà où est le Ghana. C'est la grande tache verte. On va beaucoup parler de cette région ce soir. Donc, un royaume juif. Tiens, ça c'est très curieux. Jusqu'à présent, on n'avait pas encore parlé de royaume juif. Ça, c'est en 118. 115, 118. Alors, arrivent les musulmans, les Arabes musulmans. Arrive également en 589 un certain nombre de Juifs qui fuient l'Espagne des Visigoths à cause de l'antisémitisme chrétien. C'est donc une autre origine. Arrive en 694, un siècle plus tard, tous les Juifs d'Espagne qui sont expulsés d'Espagne, toujours par nos amis Visigoths, et qui viennent se rendre en Afrique du Nord. Et arrive en 675 un certain nombre de Juifs d'Arabie qui suivent le mouvement des troupes musulmanes, arabes musulmanes. Donc, toute cette région du Touat, c'est compliqué. Pendant un millénaire, c'est long, un millénaire, va voir arriver des Juifs de partout, vers l'Afrique du Nord, donc. Ils vont pratiquer un prosélytisme assez actif, d'ailleurs, à telle enseigne qu'au 4e, 5e siècle, donc ça c'est avant les musulmans, 4e, 5e siècle, on considère que les 2/3 de la population d'Afrique du Nord sont judaïsés. C'est un chiffre énorme, les 2/3. Voilà. Alors après ça, il y a la conquête musulmane. On a parlé du rôle que vont tenir les Juifs dans un certain nombre de petits royaumes, un rôle de financier, un rôle de commerçant, un rôle de conseiller du sultan ou du potentat local. Ce sont des royaumes zénètes, les zénètes étant une ethnie d'Afrique du Nord également. Ces royaumes se créent à Sigil Massa. Alors, Sigil Massa, c'est tout dans la même région. Hein. Voilà, Sigil Massa, c'est là en bas. Il est mon crayon, voilà. Sigil Massa, c'est marqué là en rouge. Ça, c'est la carte du Maroc. Voilà, Sigil Massa. Taher, le Dra, le Souss, qu'on a déjà vu tout à l'heure, le Touat, l'Oued Noum. L'Oued Noum, c'est l'Oued qui est le plus au sud du Maroc, juste à la frontière du Sahara, et c'est le seul fleuve c'est le dernier fleuve qui a un courant d'eau permanent toute l'année. Il y a d'autres fleuves plus au sud, mais qui sont à sec en été. Alors, l'Oued Noum, non, il reste sous eau
pendant toute l'année. C'est le dernier fleuve au sud du Maroc. Ça se situe, voilà, à peu près à cette hauteur-là, vers là. C'est vers ici où vous avez le Oued Noun. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a un royaume juif à Noun. On va en parler tout de suite. Voilà. Et puis donc le Tafilalet. On en était là. C'est un peu compliqué tout ça, désolé, mais on va essayer de faire le plus clair possible. Alors, on va parler ce soir des petits royaumes juifs du Sahara. Alors, encore une fois, j'abandonne pas le Maroc. C'est une suite du Maroc et on reviendra dans les grandes villes du Maroc après. Parce qu'il y a quand même tout l'épisode de l'Alliance israélite qui est extrêmement important pour le judaïsme marocain. Jusqu'à présent, on n'en a pratiquement pas parlé. Mais c'est une autre partie du Maroc, différente. C'est une histoire différente. Donc, on termine maintenant avec les Juifs de l'Atlas qui vont au Sahara. On a l'Oued Zitoun, qu'on appellera plus tard le Dra, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, Rav Mordechai Abisserour, dont je vous ai montré la photo, à la fin du 19e siècle, le désigne par le nom de sa capitale, l'Oued Zagora, Zagora ou El Hameda. C'est d'ailleurs le berceau de sa famille, de Rabbi Seror. Et voilà ce qu'il nous écrit. Je cite, « Hameda, où sont nés mon père et mes ancêtres, était grande et pleine de juifs. Il y a aussi des caveaux avec des inscriptions datant du deuxième temple. » Donc, il sait de quoi il parle, Rabbi Seror et Rav. Il connaît parfaitement l'hébreu, il sait déchiffrer une pierre tombale. Donc, il parle de pierre tombale datant du deuxième temple, ce qui confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Jusqu'à aujourd'hui, on y chante des pioutim, des pismonim et des bakashot, où il n'est question que du premier temple. C'est très intéressant, parce que notamment dans les bakashot, dans les keynotes, pardon, on parle beaucoup de la destruction du deuxième temple. Eh bien non, dans les keynotes de cette région, on ne parle que du premier temple. C'est donc bien la preuve d'une présence antérieure à la destruction du deuxième temple, donc une présence très, très ancienne. Alors voilà ce qu'il a dit. Cette présence juive aussi ancienne au Maroc est également corroborée par différents auteurs dont il reste des documents qui sont restés. On parle de l'arrivée avec les Phéniciens, on parle des déportations du 8e siècle, tout ça, nous en avons parlé, déportations 8e siècle avant. Un voyageur français qui s'appelle Jean Gattefoss parle des rabbins du Dra. Donc le Dra, ce sont des oasis aussi, dans le Sahara. Il parle des rabbins du Dra qui veillent sur de nombreux cimetières juifs très anciens, certains vieux de plus de 10 siècles. Donc voilà, tout ça se confirme, si vous voulez, et où, à l'occasion de fêtes solennelles, les gens viennent brûler des bougies. Donc, il décrit une tradition tout à fait courante chez les Juifs du Maroc, d'aller sur les tombes, de brûler des bougies, sur des tombes vieilles de plus de 10 siècles. Tout ça se corrobore. Au 5e siècle, on connaît le nom des rois du Dra. Alors, il y en a un qui s'appelle Ephraïm. Je vais aller voir si je trouve. Non. Le roi s'appelle Ephraïm. Et puis, il y a ses deux frères qui s'appellent l'un Youssouf et l'autre Yacoub. Donc, des noms à consonance un petit peu arabe, mais des noms juifs, évidemment. Vers 815, ça c'est une histoire intéressante, ils ont frappé monnaie. On a des pièces de monnaie sur lesquelles apparaissent des inscriptions en hébreu. Et ce beau royaume du Dra, qui est important, qui est puissant, perdure jusqu'au XIe siècle. C'est donc assez long. Je vous remontre où se situe le Dra. Voilà.
Voilà, le drap, il est ici. Vous reconnaissez la carte du Maroc. Voilà donc la vallée du drap. Ce royaume dure jusqu'au XIe siècle et puis il sera renversé par Sankhaya, les Sankhaya du désert, qui sont des Almoravides, donc une secte, une branche de l'islam extrêmement intégriste et qui mettent fin au règne juif sur le drap. Donc on a eu là un royaume juif qui a duré plusieurs siècles. Plusieurs siècles. Voilà. Autre chose, l'Oued Noun, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà l'Oued Noun. Alors, c'est donc tout au sud du Maroc. Son roi juif était dépendant d'un autre roi juif, donc il était vassalisé, il était dépendant d'un autre roi juif de la région de Attar en Mauritanie, donc un peu plus au sud-est du Maroc. D'après une chronique locale qui a été découverte en 1931, après l'invasion arabe au XIe siècle, ces juifs de l'oasis Noun vont partir et fuir vers la Mauritanie, où ils seront encore une fois persécutés, mais par d'autres tribus, pas forcément d'ailleurs musulmanes. Voilà la Mauritanie, elle se situe ici. Nous avons là le Maroc et la Mauritanie, elle est là. Attendez voir, je ne me trompe pas. Voilà, ici, cette région-là. Donc, c'est au sud-est du Maroc, ça confine au Maroc. Ça, c'est le Oued Noun. Après, il y a un royaume juif au Tafilalet. Alors, le Tafilalet, on l'a déjà vu, lui, il est là. Le Tafilalet, c'est là, à côté de sa capitale, c'est Sijil Massa, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, voilà l'Atlas. Voilà la région du Tafilalet. Alors là, ça, c'est un royaume beaucoup plus important. Sijil Massa, sa capitale, est fondée en 757 par les Berbères du Djebel Nefoussa, qui confine entre l'Algérie et la Libye, dans cette région-là. Et Sijil Massa se situe dans une plaine très largement irriguée. C'est une ville qui va changer plusieurs fois de main, d'autorité évidemment. Il y aura les Fatimides, il y aura les Omeyyades de Cordoue, et cette succession de grandes dynasties nous montre l'importance de cette région, d'une région riche. Il y a une très forte activité minière, il y a de la métallurgie et on y pratique le commerce de l'or. Et la présence de ces produits-là et le développement de ces industries sont la preuve de la présence de Juifs, parce que seuls les Juifs, à l'époque, en tout cas, savaient notamment travailler l'or ou étaient compétents dans le domaine de la métallurgie. Et il semble du Xe au XVIe siècle, donc c'est une période de plus de 5 siècles, que la plupart des marchands du sud marocain sont juifs et pratiquent toutes sortes de commerces et également de commerce caravanier. Ça, nous y reviendrons. Notamment, de leurs ateliers sortent dès le Xe siècle les morabtines. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Les morabtines, ce sont des pièces d'or. Alors qu'en Europe, on ne savait pas encore fabriquer des pièces d'or. On savait, dans le Tafilalet, fabriquer des pièces d'or à Sijil Massa. Et ces pièces d'or, on les exportait vers l'Europe. Elles servaient de monnaie d'échange. Et je vous ai souvent parlé de cette monnaie lorsqu'on demandait des rançons aux Juifs espagnols, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, selon les périodes. On demandait des rançons en maravédi. Ça vous dit quelque chose. Les maravédis d'or sont en réalité, à l'origine, les morabtines fabriquées par des Juifs à Sijil Massa, au Maroc.
curiosité de l'histoire, en un temps où l'Europe était incapable de fabriquer des pièces d'or. Voilà, donc ça, c'est de cette région-là. Alors, Sigil Massa est également un foyer de rabbins et d'érudits. Et comme les gens de la ville étaient puissants, étaient riches, eh bien, ils entretenaient ces foyers d'enseignement juif très, très actifs. Cette communauté sera anéantie en 1145, donc après 4 siècles et demi à peu près. Elle aura été pendant plusieurs siècles la capitale du Maghreb occidental sur la route du pèlerinage de la Mecque. Donc ça, c'est important parce que c'est une source de profit pour les villes où on transite en pèlerinage. Mais également une capitale pour les caravanes d'or et de sel. Le sel est essentiel dans ces zones extrêmement chaudes. Nous serons amenés à en reparler. Et ces caravanes transitaient vers le Soudan, vers l'Égypte et vers l'Irak. C'est du commerce international, vraiment. C'est du grand commerce à l'époque. Et donc, Sigil Massa sera aussi un foyer de civilisation pendant tout le Moyen-Âge. Les routes commerciales vers le Soudan passent par le Touat. Donc, on va du Sahara où on cherche l'or, on passe par le Touat et puis on se rend vers le Soudan au sud donc de l'Égypte. Et en passant par Sigil Massa, les Juifs font de l'importation, fabriquent des monnaies, sont des orfèvres et ils sont par conséquent en relation avec toutes les communautés juives du Maroc et les centres talmudiques d'Espagne et d'Orient. Donc, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je vous l'ai dit avec intention, ils ne sont pas du tout coupés du monde, loin de là. Ils ont des liens, ils ont des relations suivies avec les communautés et d'Espagne et de Babel, et donc ils sont parfaitement au courant de l'évolution du judaïsme. Alors évidemment, Sigil Massa, c'est une très grande ville. Il y a des bleds, des villages, on est plus isolé, ça c'est vrai. Et évidemment, dans le Sahara, on l'est encore plus. Mais il y a des liens. Il y a la connaissance d'autres communautés et des échanges de savoir entre ces différentes communautés. Les rabbins formés dans les yeshivot, il y en a plusieurs de Sigil Massa, sont largement soutenus par la communauté juive, par les gens de la communauté qui sont puissants, qui ont de l'argent, et par toutes les communautés du Touat, puisqu'ils essaiment ensuite dans les villages pour enseigner. Cette connexion, cette interaction entre la communauté et les yeshivot va durer 8 siècles. 8 siècles, c'est quand même un long temps. Et beaucoup de sources juives relatent des événements subvenus à partir de 1054. Le rabbin Shalom Abessera rapporte la chose suivante. À la limite du Sahara, il y avait un royaume juif à l'époque de Rambam. Oula, Rambam, ça remonte. Son roi était Rabbi Shmuel ben Elbaz. Rabbi Shmuel ben Elbaz. Et il y avait un homme qui s'appelle Yaakov ben Yav, et son frère, écoutez bien, son frère qui s'appelle Joseph. Ils sont fabricants de soieries, de très très belles soieries. Et ils ont créé des vêtements de prix et surtout des oriflammes, des drapeaux, des décorations pour des bannières qu'ils vont offrir, des drapeaux ismaéliens, donc des drapeaux musulmans, arabes, et qu'ils vont offrir au sultan. Ce sont des décorations artistiques de très très grande valeur et sans égal en Espagne. Ah, pourquoi en Espagne? Eh bien parce que nous allons voir que cette région, à un certain temps, va dépendre des califats d'Espagne. Voilà. Et ils en font cadeau au roi et au sultan Al-Mansour. Alors effectivement, Al-Mansour a vécu, si je ne m'abuse, à Cordoue.
et il était le calife de cette région d'Espagne. Et en remerciement, écoutez bien ça, ce calife Al-Mansour place ces deux hommes à la tête de toutes les communautés juives de son royaume qui s'étend de Sijil Massa au fleuve Virma. Mais qu'est-ce que c'est que le fleuve Virma? Eh bien, ça n'est rien d'autre que le Douro au Portugal. C'est-à-dire qu'on a là un califat qui règne sur une étendue extrêmement vaste, qui va de toute une grande partie de l'Espagne, en tout cas le sud de l'Espagne, et une partie du Maroc, pas tout le Maroc, attention. Hein. On est là dans les territoires qui sont al-Siba, qui ne sont pas sous l'autorité du sultan du Maroc lui-même. Et c'est pour ça que ce calife a autorité, parce qu'il a vaincu, parce qu'il a installé ses bras droits, domine et administre cette région du Touat. Donc voilà ces deux frères qui sont nommés presque Rej Galouta, si vous voulez, en tout cas les chefs, les représentants de la communauté juive depuis le sud marocain jusqu'au Portugal. C'est considérable. Alors, vous imaginez bien que ça n'a pas duré longtemps. Ils sont investis du titre de juge suprême, habilités à toutes les décisions juridiques sur la communauté juive, et ils sont installés sur le char de deuxième rang. Je n'ai pas exactement trouvé ce que c'est, j'imagine que c'est un titre honorifique lors d'un défilé ou quelque chose dans ce genre-là. Il y a le char du sultan, du calife, et puis derrière, les premiers ministres, eh bien, ils sont sur un char de ce type-là. Et tout le monde approuve, tout le monde est d'accord. Ça va durer de 1090 à 1095. Évidemment, il y a une limite aux bonnes choses, mais enfin, c'est une histoire très, très étonnante de ce qui s'est passé là à Sijil Massa. Autre région qui se situe près du Tafilalet, c'est Tabelbelt. Alors, Tabelbelt est créé par les Almoravides au XIe siècle et Rabbi Serrour, toujours notre famille Rabbi Serrour du XIXe, précise que depuis un siècle, lui, il a voyagé à la fin du 19e, 1890-95. Depuis un siècle, la ville est ruinée et les Juifs ont été chassés, écoutez bien, par les Philistins. Qui sont les Philistins dans le Tafilalet ou à côté du Tafilalet? Mais c'est tout simplement les Touaregs. Ils les affublent du titre de Philistins, c'est assez curieux, mais voilà. Et il précise qu'il y a beaucoup de tombes dans cette région de Tabelbelt et beaucoup de tombes de rabbins. Donc là aussi, il y a une présence juive importante. Il y a des dates, dit-il, qui remontent à plus de 2000 ans. 2000 ans, c'est considérable. Voilà, c'est ce que nous dit Rabbi Serrour. Je ne peux pas vous le confirmer, je n'ai pas été sur place. En tout cas, Tabelbelt est connu en Europe par notamment le récit d'un messager, un cardinal, qui en a parlé dans un récit de voyage au XIIIe siècle, déjà en 1283. Donc encore un petit royaume parfaitement ciblé. Et le Touat, alors le Touat, un royaume juif, ça c'est important. Le Touat, ça vous fait tout de suite penser à un nom très connu, Touati, évidemment, les Touatis sont originaires du Touat. Cette région qui aujourd'hui se situe en Algérie, qui en un temps historique était à cheval entre l'Algérie et le Maroc. Il faut vous dire que quand on parle des Juifs du Maroc ou d'Algérie, pour le moment, tout est confus. On n'a pas de vraies frontières. Les vraies frontières seront définitivement établies. Enfin, c'est du définitif toujours provisoire. Le Sahara oriental, vous avez vu, il a changé de main définitivement grâce à M. Trump. Les frontières définitives seront en fait établies pendant la période coloniale. Là, on parlera d'une Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Libye, etc. De façon très claire et nette. Et après, d'ailleurs, les histoires des communautés seront différentes selon les pays. Mais là, on a une espèce de tronc commun
Et donc, les Juifs du Touat, un vrai royaume juif, c'est important. Il est probable que les premiers Juifs qui ont fondé Tamentit ont perdu l'espoir du retour en Palestine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ils ont été chassés de Palestine, nous l'avons vu ça tout à l'heure, ils sont allés arriver en Cyrénaïque, et ensuite ils sont allés vers l'Atlas marocain. Et ils ont fondé Tamentit. Alors, Tamentit, voilà. Tamentit, c'est ici en rouge, c'est la capitale du Touat, voilà le Touat. Là, nous sommes vraiment sur le Maroc, là, on est à cheval entre le Maroc et l'Algérie. Et voilà donc Tamentit. Et le Touat va former des pistes caravanières très importantes en direction du Sahara. Bien, donc, ces Juifs sont là-bas, dans le Touat, et ils comprennent qu'ils ne pourront pas faire demi-tour et retour vers la Palestine. Et c'est là qu'ils décident de fonder la ville. Il y a donc bien longtemps de créer un foyer juif, une petite Jérusalem linguistique et identitaire. Alors ça, c'est une histoire très intéressante parce que cette unité linguistique et identitaire est un facteur de stabilité dans la région, bien qu'il n'y ait ni roi, ni autorité suprême, ni rien du tout. C'est simplement l'adhésion d'une population juive à une décision commune et à un avenir qu'on construit ensemble qui assure l'équilibre, la stabilité, la tranquillité et la richesse aussi de cette communauté de Tamentit. Donc, au fond, c'est un kibbutz. C'est un kibbutz où tout le monde adhère, où les décisions sont un peu prises ensemble. Il n'y a pas d'organe politique, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée. Ça, parfois, c'est un peu dangereux qu'il n'y ait pas d'armée, on le constate actuellement. Toute la stabilité de la région repose sur une unité linguistique, identitaire et évidemment sur une formidable prospérité économique. Alors, pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Quels sont les atouts de la région? D'abord, c'est une situation géographique exceptionnelle. C'est vraiment le nœud, le point de passage entre l'Afrique du Nord et le Sahara. Or, beaucoup des richesses du Moyen-Âge viennent du Sahara. Le sel, l'or, le cuivre, le sel très important, les esclaves évidemment. Plein de marchandises transitent par cette région-là. Donc, c'est un point de passage essentiel, riche, de la même façon qu'on a pu voir en Arabie, dans la péninsule arabique, la Mecque étant un point de passage de toutes les voies caravanières entre le sud et le nord de l'Arabie. Et ce qui a fait la richesse de la Mecque, là, c'est la même chose. On a un nœud gordien de toutes les pistes caravanières. Et puis, donc, tout le monde se rencontre. On va à Sigilmassa, on passe à partir de Tamentit, on va vers Sigilmassa, vers le Dra, vers le Sousse, vers Tlemcen, vers le Mzab et vers le Soudan. Donc, on s'éclate, si vous voulez. Je ne vais pas vous montrer chaque fois la carte, c'est que vous l'ayez un peu en tête. On s'éclate dans toutes les directions de l'Afrique du Nord. Voilà. Et Tamentit a été jusqu'au XIVe siècle la métropole industrielle et commerciale de tout le désert du Sahara. Alors évidemment, quand on parle du désert, on dit ouais, bon, le désert, il ne doit pas y avoir grand-chose dans le désert. Ben, figurez-vous que non. Le désert, c'est riche. Le désert, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est le Touat. On descend un tout petit peu plus vers le sud-est et on arrive en Mauritanie. En Mauritanie. Et l'histoire de ce pays, on n'en sait pas grand-chose avant le Xe siècle, donc relativement récent. Mais il y a des traces juives en Mauritanie, de petites entités judéo-berbères qui ont été détruites par les Hilaliens, qui étaient des Almohades, et par les Almoravides. Ainsi, on a
ce sont des petits royaumes, hein, en fait. La région de Azougi. Azougi. Vous ne retenez pas tous les noms, ce n'est pas très grave. Hein. Je vous l'ai noté juste comme ça pour vous situer. C'est une histoire très curieuse. La région de Azougi, qui est peuplée par un peuple noir qu'on appelle les Bafours. Pas Balfour, hein, les Bafours. Voilà. Et alors, cette région de Azougi, il y a ce peuple qui est là. Arrivent les Bnei Hilal, les Hilaliens, qui sont des musulmans, et qui ont chassé du Maghreb à la fin du XIe siècle beaucoup de tribus berbères vassales. Il y a eu en permanence, pendant 15 siècles, des petites rivalités de clans, de petits clans. On ne peut pas tout raconter, c'est sans fin, mais on se chasse les uns les autres, on renvoie, on massacre, on expulse, etc. Donc arrivent là des tribus berbères chassées du Maghreb, des tribus berbères qui sont vassales du roi juif de l'Oued Noun. Vous savez, on a parlé de l'Oued Noun tout à l'heure, tout au sud du Maroc. Ce sont des juifs vassaux de ce royaume juif. Voilà. Alors, ce roi de Oued Noun sera tué par les Hilaliens. Et dans la ville de Azougi, et alors figurez-vous que cette ville de Azougi, elle était défendue, et pourtant ils ont quand même gagné la guerre, elle a été défendue par des chiens féroces. À telle enseigne qu'on appelle également cette ville, écoutez bien le nom parce que ça va vous faire vous remémorer quelque chose, Medinat el-Kilab. Comment est-ce qu'on dit un chien en hébreu? Kelev, on est dans l'arabe, là, Medinat, le pays des chiens. Voilà, ça c'est Azougi. Voilà, alors des tribus hilaliennes ont continué d'entretenir l'insécurité et le pillage de caravanes dans cette région de l'Oued Noun et un peu plus au sud jusqu'au XIXe siècle. Donc voilà, ça c'est cette tradition de pillards, de vandales, de massacres, etc., qui caractérise une bonne partie de l'Afrique du Nord. Maintenant, je vous ai parlé des Bafours tout à l'heure. Bafours, on les appelle aussi les Baforts. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, les Bafours? Dans les montagnes des Bafours, on signale au Moyen-Âge une présence juive qui aurait fabriqué, créé de toutes pièces les palmeraies de l'Adar. Alors, l'Adar, je vais vous montrer où c'est. Oui, si je trouve. Je ne sais pas si je trouve. Ah si, voilà. Voilà, la Mauritanie, elle est ici. Notre Touat, là. Et voilà l'Adrar. C'est cette région-là, un peu plus verte. Et ce sont les Juifs qui ont créé là-bas les palmeraies de l'Adrar qui sont encore actives jusqu'à aujourd'hui. Oui, d'accord. Alors, ils ont créé ceci. Mais est-ce que ces Bafours ou Bafours étaient des Juifs ou étaient des gens alliés aux Juifs venus du sud marocain? Alors, on ne les rattache pas vraiment au judaïsme, mais il n'est pas impossible qu'on puisse les rattacher aux Karaïtes. Le karaïsme est né au IXe siècle en Irak. Donc, ils seraient parvenus jusqu'au sud du Maroc et voilà, des gens qui auraient peut-être, ce n'est pas certain, adhéré au karaïsme. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Bafours sont violemment opposés à l'islamisation. Ils la refusent catégoriquement et des fonctionnaires français recueillent des infos entre 1920 et 1950. Et ces informations nous rapportent la chose suivante. Ils questionnent des chefs de tribus et des marabouts qui confirment les Bafours étaient des Juifs de l'Oued Noun.
Ça, c'est la mémoire populaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, plusieurs tribus de la région Mauritanie, il y a encore aujourd'hui une multitude de tribus, confirment ça, confirment que les Bafours étaient d'origine juive. Et Kouok, qui est un ethnologue également, conclut: je crois qu'il faut prendre en considération l'affirmation d'Al-Idrissi, selon lequel les Bafours étaient juifs. Je vous le vends comme je l'ai acheté, je ne peux pas vous le confirmer ni plus ni moins, mais ça mérite d'être évoqué. Alors, par la suite, ils vont être dispersés dans le désert par les musulmans au XIIe siècle, et on les retrouve disséminés parmi la tribu des Imragen au banc d'Arguin, et également chez les Némadis. Inutile de retenir tous ces noms, c'est bien compliqué. Je voudrais vous montrer quelque chose. J'ai dessiné une carte grossière de l'Afrique, ça n'a pas d'intérêt, mais pour que vous situez de quoi on parle. Voilà, ça c'est une carte vraiment très schématique de l'Afrique. Là, vous avez l'Arabie, là, nous avons le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et je vous parle de cette partie, l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest. Et dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, je vous parle de cette région-là, qui est le confin du Sahara et une bonne partie du Sahara. C'est là qu'on trouve le Niger, le Mali, le Sénégal, etc. C'est de cette région-là que nous parlons. Après, je vous montrerai des cartes plus détaillées, mais pour que vous situiez pas. On n'est pas du tout vers l'Éthiopie ou vers le Yémen qui sont là en bas. Non, c'est pas ça du tout. Qui est à côté, pardon, l'Éthiopie, c'est pas ça. On est dans l'Afrique de l'Ouest, cette région-là du Sahara. Tout ce que je vous raconte maintenant, c'est cette région-là. Et vous voyez qu'on est juste à côté du Maroc qui est là, le long de la côte, et donc ce qui explique tous ces échanges. Voilà. Alors, on va parler d'un monsieur dont on a déjà eu l'occasion d'évoquer, c'est Eldad le Danite. Eldad le Danite, alors ça c'est un personnage intéressant, et Christian de la Roncière à la fin du XVe siècle, je ne vais pas vous raconter toute son histoire, mais la partie de son histoire qui nous concerne là. Christian de la Roncière, fin du XVe siècle, rapporte cet épisode du témoignage de Dan le Danite, ou Eldad le Danite, venu du Soudan ou de ce qu'on appelait à l'époque la négrité, la négressie. La négressie, pas très sympathique, hein, le pays des nègres. Voilà, la négressie. Donc, Christian de la Roncière nous rapporte qu'un beau jour, ce monsieur Eldad surgit à Kérouan. Kérouan, le pays des anthropophages. Ouh là là, pays dangereux, des anthropophages. Alors, Eldad apparaît entre 860 et 880, on est donc au IXe siècle, à Kérouan, à Fès et à Tahort, d'après Roncière, toujours. Mais en fait, ce fameux Eldad a envoyé une lettre en Espagne à une toute autre date, en 803, donc 80 ans plus tôt, 70 ans plus tôt. Alors, quelles sont les dates d'Eldad le Danite? Il y a un peu de doute. Il est probable que c'est plus vers le début du IXe siècle que vers la fin du IXe siècle, et que de Roncière a trouvé des documents, mais n'a pas rencontré cet homme, en principe. Alors, en tout cas, il envoie une lettre en 803, que le Rav de Kérouan a soumis, voilà cette date, en 888, donc beaucoup plus tard, 85 ans plus tard. À l'époque, on ne vivait pas si vieux. Donc, le Rav de Kérouan a connaissance de cette lettre de Eldad et l'a soumis en 888 au Rosh Yeshiva de Soura, à Bavel, en Irak. Le directeur de la yeshiva de Soura, vous connaissez les deux grands yeshivot, Soura Pumpedita, donc il le soumet au Rosh Yeshiva de Soura pour avoir une réponse, évidemment, sur quelle est la partie véridique ou non du récit de Eldad le Danite, qui dit que de l'autre côté d'un fleuve miraculeux qui s'appelle le Sambation et qui a la particularité de s'arrêter de couler pour respecter Shabbat, vit une tribu qui descend de la tribu de Dan. Voilà, ça c'était la grande question soumise. Alors,
il y a eu plusieurs parutions de cette fameuse lettre à Constantinople en 1518, à Venise en 1544, à Paris en 1563, à Prague en 1605. Donc, c'est un sujet qui intéresse au 15e, début du 16e siècle, et au 16e, début du 10e, pardon. Un juif de la tribu de Dan nous parle au 9e siècle d'un empire juif du Sahara qui s'étend sur 200 journées de marche. C'est pour ça que je vous parle d'Eldad le Danite, parce qu'il nous parle d'un empire juif au Sahara. Bien. On y parle une langue proche du phénicien. Ça, c'est ce que dit Eldad. Alors, évidemment, beaucoup de questions se posent. D'où vient M. Eldad? Comment une tribu, la tribu de Dan, disparue depuis 15 siècles, elle est disparue depuis la destruction du royaume d'Israël, comment se fait-il que cette tribu de Dan réapparaisse et un empire de 200 jours de marche? Alors ça, c'est intéressant, écoutez bien, le calcul a été fait, ça représente une distance de 7 à 8 000 kilomètres. 7 à 8 000 kilomètres, c'est énorme, énorme. Alors, on a émis des hypothèses. Est-ce que ça ne serait pas plutôt les routes caravanières des Juifs, ça c'est très plausible, qui allaient d'une oasis à l'autre, et le fait qu'ils allaient d'une oasis à l'autre, où très souvent il y avait une présence juive, pouvait donner l'impression qu'il s'agissait d'un seul empire, alors qu'en fait ce sont des régions éclatées. Mais ça pouvait faire illusion. De plus, l'empire de Eldad le Danite, est-ce qu'il ne confond pas justement les petits royaumes de Tafilalet, du Souss, du Dra, de Noun, etc., avec un seul grand empire, puisque on allait dans ces régions-là, entre-temps on rencontrait des Juifs pour arriver dans des grandes communautés juives, donc ça pouvait faire illusion. Voilà où Eldad le Danite, dans son récit, peut paraître crédible ou recevable, alors que dans la réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais on peut peut-être comprendre son récit. Eldad le Danite. Eh bien, voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir, parce qu'après, on va parler des incursions juives, judéo-berbères, en Afrique noire. C'est toujours le même récit. J'espère que ce n'était pas trop compliqué et que je ne vous ai pas trop ennuyé. C'était super, Georges. Arrête de dire ça. Voilà, vous pouvez ouvrir le micro. Il y a eu quelques réflexions sur le chat. Evelyne qui dit, y a-t-il eu un Kairouan au Maroc? Pardon? Je ne sais pas, Evelyne, tu veux expliquer ta question peut-être? Kérouan, quand vous parlez de Kérouan, Oui. c'est en Tunisie ou au Maroc? Non, non, c'est en Tunisie, j'ai fait une erreur, effectivement, je l'ai relevé. Non, non, pas au Maroc, Kairouan. Okay. Exact. D'accord. Autant pour moi. Non, 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 c'est pour savoir. Souvent, il y a les mêmes noms dans des oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais il s'agit bien de Kairouan en Tunisie, tout à fait. S'il vous plaît, quelles sont les limites du Maroc espagnol, exactement? Mais ça, c'est au nord du Maroc. Le Maroc espagnol. Mais après, il y a eu une période, la région d'El Oro, au niveau du Sahara, au niveau de ce qu'on appelle le Sahara occidental aujourd'hui, mais entre les deux, il y avait fracture. Le Maroc avait des possessions au nord jusqu'à ce qu'elles ont été foutues à la porte par les Portugais et ensuite par les Anglais. Et ensuite, il y avait d'El Oro, donc la région de l'or, qui était le long du Sahara et le long de l'Atlantique. C'est une petite région au sud du Maroc. D'accord, parce que j'ai toujours été surprise de savoir que mon grand-père, quand il est parti de Mogador, il a été vers le Portugal, puis il a été arrêté et remonté vers l'Algérie après, mais il est parti vers le Portugal. Oui, mais oui, alors c'est justement cette région de Del Oro. D'ailleurs, à partir de là, nous allons en parler, pas la prochaine fois, mais un petit peu après. Des Portugais vont partir vers le Cap-Vert, les îles du Cap-Vert, et ils vont déporter là-bas des enfants juifs du Portugal après 1495 ou 16. Ils vont les déporter vers ces îles du Cap-Vert pour en faire de bons chrétiens.
Sauf que des Juifs portugais vont réussir à partir aussi, peu de temps après, vont les prendre en main. C'est toute une histoire. Les îles du Cap-Vert, ça rentre dans l'histoire des Juifs du Sahara. Merci bien. C'est intéressant l'histoire du Cap-Vert. Il y a encore des restes aujourd'hui au Cap-Vert de la présence juive. Vous allez en parler? Pardon? Vous allez en parler du Cap-Vert? Oui, oui, absolument. Ah, Absolument. oui. Est-ce que Christophe Colomb s'en est mêlé Christophe Colomb? S'en est mêlé pour les récupérer? Ah non, je ne crois pas. Non, non. D'accord. Christophe Colomb, c'est une toute autre histoire. Hein. Ça, c'est l'Amérique du Sud. Hein. Pas l'Amérique, c'est l'Amérique du Sud. Oui, non, d'accord, mais comme beaucoup de Juifs étaient avec lui, donc Oui, ils ont mais ils peut-être sont partis vers l'Amérique du Sud, vers le Venezuela. D'accord, merci bien. Georges, je voudrais te demander combien il y avait de personnes dans le royaume de Tamanti, parce que je suis extrêmement intéressée par ce que tu as dit sur ce royaume, sans dirigeant finalement. C'est très, très intéressant. Oui. Je n'ai pas de chiffres à te donner. On sait qu'au début du XXe siècle, il y avait dans le Touat environ 8000 personnes. Ce n'est pas énorme. OK. Ce n'est pas énorme. Parce que c'est rarissime, une communauté humaine sans Qui s'autogère comme ça, oui, tout à fait. formidable, c'est passionnant. Très curieux. C'est très curieux. Ah ouais. Alors moi, je serais très intéressé si quelqu'un pouvait me parler des rabbins de Tamentit, parce qu'ils ont dû avoir un rôle extrêmement important justement dans l'équilibre de cette communauté. Là, je ne suis pas très compétent, je n'ai pas trouvé. Il faut peut-être demander au Rav Chouraki, peut-être qui sait. Oui, oui, mais il faudra qu'on lui demande autrement, je lui ai déjà demandé. OK. Ah c'est une histoire incroyable. Et passionnant, ça. vous allez voir, plus loin encore, c'est vraiment folklorique. Georges, il y a quelqu'un qui demande sur le chat, est-ce qu'on connaît l'origine du nom Touat et quelle est la signification de ce nom? Ah, ça, je ne peux pas dire. Le Touat est une région. C'est une région, et donc beaucoup de Juifs de cette région ont pris le nom, comme c'était extrêmement courant partout. Mais d'où vient le terme lui-même de Touat? Je ne peux absolument pas vous le dire. C'est comme si on parle des Alpes. C'est quoi les Alpes? D'où ça vient le mot Alpes? Je ne sais pas. C'est un nom forgé par la mémoire populaire. Vraiment, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est que du Touat viennent tous les Touatim, mais pas que. Les Zemmour aussi, ils viennent du Touat. Je n'ai pas fait d'allusion. Hein. Je dis, les Zemmour viennent du Touat. Il y en a pas mal d'autres. Oui. Oui. Attends, je ne sais pas si me vois. Oui. Je voulais dire aussi, Georges, tu viens de parler du royaume des Danites. Or, actuellement, il y a beaucoup de personnes, je crois que c'est au Sénégal, qui se disent descendants des Danites. Oui. Et qui ont une culture du judaïsme jusqu'à ce jour, avec des vêtements. Le talit n'est pas un vrai talit comme le nôtre, mais c'est tout le vêtement qui correspond au talit. Mais on va en parler, Nadine. On n'est pas encore arrivé là. On va parler du Sénégal, on va parler du Mali, on va parler du Niger, on va parler du Ghana. Et tout ça, c'est en lien direct avec le Maroc. C'est ça, justement. C'est pour ça, comme tu as parlé des Danites, donc… Tout à fait. Oui, oui, oui. D'accord, merci. Avec plaisir, Nadine. Oui, Medinakas. Oui, parce que Touat, ça veut dire une région habitée. Ah, ça, c'est gentil. Ça, c'est sympa. C'est en arabe, j'imagine. Non, Touat, c'est en arabe, oui. Mais même c'est berbère, je crois que c'est berbère. Ça veut dire une région habitée. Habitée. Ah, voilà, ça, c'est intéressant. Merci beaucoup de me dépanner. Non, voilà. L'union fait la force. Ensemble, on va arriver à débrouiller le problème. Alors, mais c'est une histoire très intéressante, monsieur. Très, très intéressante.
Oui, vraiment. Et elle date de très longtemps. C'est pas d'hier, elle date de très longtemps. Vous avez parlé même de la période de Shlomo Ameler. Absolument. Oui, Absolument. on a retrouvé en épigraphie, surtout en épigraphie, Oui. il y a des savants épigraphiques qui ont découvert des tombes dans je crois que c'est Gamlara, ou un machin comme ça, un endroit où ils ont même retrouvé comment, à propos des peintures rupestres dans le Tassili. Dans le Tassili? Oui, d'ailleurs des épigraphies en hébreu. C'était écrit en hébreu. Il n'y a pas beaucoup de traces, la vérité. Il y a relativement peu de traces. Il y a des tombes, c'est ce que dit d'ailleurs le rabbin Seror, il y a des tombes qui ont 2000 ans. D'autres cimetières où il y a des tombes qui ont un millénaire. Donc, c'est vraiment très, très ancien. Il les a déchiffrés en épigraphie, effectivement. Les peintures rupestres, je crois qu'on a trouvé dans le Sahara, mais vraiment profond, 2-3 endroits où il y a un semblant de menorah sur des murs. Je ne sais pas, moi j'ai vu que ça ressemblait à un galette. Oui, c'est possible. Soufite. Alors. Voilà. Ah, mais en tout cas, merci pour l'information sur le Touat. Les Touatis, c'est les demeurants du Touat. Oui, c'est ça, tout à fait, absolument. Merci beaucoup, Georges. Est-ce qu'il y a encore une question? Purim Alors Sameach à tout le monde, moi je voulais souhaiter Purim Sameach ou Purim Kasher ve Sameach, comme il faut, voilà. Et puis à bientôt.